Eh bien bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux de Campus France pour une après-midi et pour un dernier live Facebook et live sur les réseaux sociaux consacré aux études supérieures en France. Ce midi, on vous a présenté de manière très générale un petit peu le cursus que vous pouvez suivre en France quand vous êtes étudiant étranger. Eh bien aujourd'hui à 17h, nous avions envie de vous montrer concrètement une des formations que vous pouvez rejoindre pour débuter vos études en France. Il s'agit du Bachelor in Management de SCP Europe. Alors c'est un diplôme assez unique qui vous permet d'étudier 3 ans dans 3 langues différentes et dans 3 pays différents. Il vous permet d'apprendre un petit peu le business, le management. On va tout vous dire sur le programme de ce bachelor, sur les formalités également pour y candidater. Et puis on vous présentera un petit peu les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous une fois ce bachelor terminé. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est un bachelor qui vous permet à l'issue de ces 3 ans d'avoir une expérience vraiment internationale, multiculturelle. Et c'est quelque chose qui est très recherché par les recruteurs. Vous venez de l'international, vous candidatez en France et en plus de ça, vous étudiez dans 3 pays européens différents. Voilà pour le menu de ce live et pour la présentation globale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Louis, qui est la directrice de bachelor et directrice des études de SCP Europe. Bonjour Hélène Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation de Campus France. Alors on est ici en plus dans les locaux de l'agence Campus France, d'où la petite marinière qu'on a mise, qui représente un petit peu l'emblème de Campus France. Et puis à vos côtés se trouve Adrien Long. Vous êtes étudiant à ESCP Europe. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous et avec vous, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce bachelor et sur finalement comment il fonctionne. Mais pour vous permettre de savoir un petit peu ce qu'il en est, on vous a préparé un petit trailer, une petite bande-annonce qui vous permet de découvrir en quelques secondes ce bachelor. Alors je vous propose de découvrir ce trailer et on se retrouve juste après pour répondre à toutes vos questions. Vous le savez, dispositif de live sur les réseaux sociaux oblige. Nous répondons à toutes vos questions en direct. N'hésitez pas à les poster. Je serai là pour faire un peu le porte-parole de vos questions sur l'enseignement supérieur en France et sur ce Bachelor in Management. On se retrouve juste après le trailer. The main reason why I chose ESCP Europe is because I get to study in a different city every year. I get to choose from London, Madrid, Paris, Turin, or Berlin. Experiencing 3 different cities in 3 years means you're stepping outside of your comfort zone, discovering new places, meeting new people, and learning to adapt to your surroundings. I chose ECP Europe because it has a strong reputation, being the first business school in the world, triple accredited and top ranked. The professors at ESCP Europe are experts in their fields, perfectly balancing theory and practice, preparing me for the real world of business. The best thing about the program are my classmates. They're from a range of backgrounds and everyone is ambitious and hardworking with a drive to succeed. I'm getting the knowledge and skills I need to be successful. I like to know that when I graduate, I'll stand out from the crowd. I can honestly say this is an incredible, life-changing experience. Alors voilà, vous l'avez vu, 3 ans, 3 pays et 3 langues différentes pour ce bachelor. Hélène Louis, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire que nos étudiants commencent leurs études à Londres ou à Paris, les poursuivent à Madrid, Turin ou Paris s'ils étaient à Londres en première année, et les terminent soit à Berlin, soit à Paris, et Paris c'est dans un format en alternance. D'accord, donc ça permet vraiment d'avoir une expérience multiculturelle. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce Bachelor in Management, est-ce que vous pouvez présenter de manière un peu globale, un peu générale, ce qu'est ESCP Europe ? Oui, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce au monde. Elle a été fondée en 1819, notamment par un économiste du nom de Jean-Baptiste Say. C'est une école donc française au départ, qui est devenue une école européenne progressivement. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 6 pays. Nous avons 6 campus à Berlin, Londres, Madrid, Turin, Paris et également plus récemment Varsovie. C'est une école qui est fort bien classée en termes de classements internationaux, notamment au Financial Times, pour son programme phare qui est le programme Grande École, Master in Management, mais aussi en Master Finance et pour son Executive MBA. Et c'est une école qui a ce qu'on appelle une Triple Crown en termes d'accréditation, qui est accréditée donc par à la fois ACSB, l'organisme américain, EQUIS, l'organisme européen, et également AMBA, qui est un organisme d'origine britannique.
D'accord, donc vraiment c'est une école qui repose sur une grande expérience, une grande expertise. Alors vous, Adrien, vous êtes étudiant au sein de ce bachelor. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu votre parcours? Je crois que vous êtes franco-irlandais et vous avez étudié en Belgique, c'est ça? Oui, voilà. Donc, mon père est irlandais, ma mère est française, mais je suis né en Belgique, à Bruxelles, et j'ai toujours vécu là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'étais dans une école européenne, donc un peu dans le même cadre que le SCP, une école où il y a des gens de différents pays, différentes cultures, où on croise des gens qui parlent espagnol, néerlandais, allemand, français, anglais. Et maintenant, je suis en première année au bachelor. Donc une première année. Alors on va découvrir un petit peu ce bachelor, peut-être avec une première question pour vous, Hélène Louis. Quel est le programme finalement de ce bachelor? Qu'est-ce qu'on y apprend dans le bachelor in management de SCP Alors Europe? c'est un programme de management généraliste avec également une part importante consacrée à des enseignements d'ouverture. Et en particulier, nous avons voulu ouvrir des possibilités et l'esprit de nos étudiants sur des sujets tels que relations internationales et histoire d'une part, psychologie, sociologie d'autre part, mais il y a également un cours de coding en deuxième année qui nous paraît important, c'est en quelque sorte des humanités plus scientifiques, entre guillemets, que les humanités classiques. Voilà. Il y a alors, ça, c'est ouais. Également, donc les étudiants pratiquent 3 langues, les cours sont enseignés majoritairement en anglais, il y a la possibilité d'avoir également des cours en français à Paris en deuxième année, à Madrid également un peu de cours en espagnol, mais la majeure partie des cours est en anglais, c'est notamment le cas à Berlin. Mais de toute façon, les étudiants apprennent ou perfectionnent 2 langues supplémentaires qui sont les langues de leur campus de deuxième et de troisième année. Et alors d'un point de vue volume horaire, qu'est-ce que ça donne concrètement en première année par exemple? En volume horaire, les étudiants ont à peu près 20 heures de cours par semaine et on s'attend à une 50aine d'heures de travail au global par semaine. D'accord, donc avec une forte dose de travail personnel. Donc, il y a du travail personnel, il y a du travail également en groupe. Puisqu'il y a pas mal de projets de groupe dans ce programme. Oui, justement, Adrien Long, vous êtes étudiant en première année de bachelor. Concrètement, comment s'organisent les cours? Est-ce que c'est plutôt des cours magistraux, des cours en petits groupes? Est-ce qu'il y a de la place aussi pour de la pratique, pour des travaux de groupe? Comment ça fonctionne? Alors généralement, en début de semaine, on a les cours en amphithéâtre avec toute la promotion. Donc nous, on était à peu près 120. Donc c'était des cours magistraux où le professeur donnait surtout la théorie. Certains profs quand même insistaient sur une certaine interaction, posaient des questions, avaient des plateformes où vous pouvez faire des sondages en temps réel. Et après, le reste de la semaine, c'était des cours en séminaire où on était divisé en plus petites classes de 25 à 30 élèves. Et là, c'était plus étudier des cas concrets qui sont liés aux cours magistraux de début de semaine, mais essayer d'appliquer la théorie plus dans le monde réel. Et donc, on avait beaucoup de travaux en petits groupes. On était divisé au sein du séminaire en plus petits groupes de 5 et on faisait généralement par cours une grande présentation par semestre et après aussi beaucoup de petits projets au jour le jour. Et alors vous, quels sont les cours qui vous intéressent le plus? Qu'est-ce que vous aimez étudier? Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est toutes les sciences sociales qui donnent une meilleure vision du monde dans son ensemble. Donc l'économie, les mathématiques, c'est intéressant, c'est très utile. Mais ce qui peut différencier ou ce qui peut vraiment nous donner un plus, c'est les matières un peu plus sociales, donc la psychologie, sociologie, de la politique, de l'histoire, toutes ces matières un peu d'ouverture, comme Hélène Louis l'avait dit. Alors là, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Les mathématiques, c'est vrai que ce bachelor, c'est un bachelor in science et ça s'oppose un petit peu aux BBA qui sont les bachelors in business administration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut être déjà un peu scientifique pour rejoindre ce cursus? Ça veut dire qu'il y a un contenu quantitatif un peu plus important que dans les BBA en général. Et donc, il y a en particulier 2 cours de mathématiques, 2 cours de statistiques, 3 cours d'économie dans le programme, plus évidemment des cours type cours de finance. Et donc, c'est particulièrement adapté à des étudiants qui ont quand même une appétence pour ce genre de matière. L'objectif n'est pas de faire des mathématiques pour le plaisir. L'intérêt, c'est que les étudiants aient un background quantitatif suffisant pour avoir le choix de leur master lorsqu'ils veulent se spécialiser en sortant de ce programme. Et du coup, il faut être bon en maths, j'imagine, dans le secondaire pour intégrer ce bachelor? Oui, alors on a des étudiants qui sont excellents et on en a d'autres qui sont juste un petit peu moins bons, mais en tout cas, ceux qui sont moins bons travaillent beaucoup et les choses s'arrangent. Alors vous, Adrien, plutôt excellent ou plutôt travaille beaucoup pour les maths?
À peu près entre les deux. Entre les deux, Ouais. d'accord. Vous aviez fait un bac français ou Non, c'était un bac européen, D'accord. un système à part. Mais j'avais des mathématiques fortes pendant la plupart de ma scolarité. D'accord, très bien. Alors si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on est en train de faire cette présentation du Bachelor ESCP Europe. Vous pouvez poser vos questions et j'en vois déjà notamment Tania qui nous demande un peu qu'est-ce qu'on doit faire pour s'inscrire, les dates, etc. On y viendra dans la deuxième partie de ce live. On va vous présenter un petit peu toutes les démarches à la fois d'inscription à ESCP Europe et puis les démarches aussi d'obtention de visa si vous êtes un étudiant international. À quel moment du cursus, du coup, on va se spécialiser? Est-ce qu'on se spécialise pendant les 3 ans ou est-ce que c'est des cours qui restent généraux, Hélène Louis? Alors en dernière année, il y a 4 cours électifs de management et 2 cours électifs d'ouverture, donc plutôt liberal arts. Donc ça ne constitue pas une véritable spécialisation. Et l'objectif de ce programme, qui est seulement en 3 ans, pas en 4, est vraiment que les étudiants se spécialisent après. Donc on les équipe avec tous les outils pour soit commencer à travailler dans certains secteurs, soit tout de suite décider de se spécialiser en master. Et alors vous, Adrien, est-ce que vous savez déjà quel cursus vous intéresserait, quelle spécialité vous intéresse? Moi, personnellement, c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, pour moi, je pensais faire un master au Canada dans l'entrepreneuriat social, si possible. Mais après, ça reste ouvert à changer. Avec l'idée peut-être de monter une start-up à terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé en parallèle de vos études, de réfléchir un peu à un projet entrepreneurial ou pas encore? En fait, en dehors des cours, maintenant en stage, je suis dans une start-up. Donc, ça m'a donné une vraie vision de comment une start-up fonctionne. Et c'était un peu lié à tout ce qu'on avait appris en cours, en microéconomie, en compta. Donc, c'était lié, mais c'est surtout dans mon stage que j'ai vraiment pu voir comment c'est. Alors Hélène Louis, je reviens vers vous. Vous nous disiez tout à l'heure, on a des cours de code, on apprend un peu à coder dans le cadre de ce bachelor. Pourquoi? L'ambition, c'est de former aussi des techniciens informatiques ou juste des managers qui savent un peu parler ce langage-là? La question est tout à fait pertinente. L'idée, c'est d'avoir des gens qui, effectivement, savent parler ce langage-là et qui peuvent dialoguer avec des équipes de développement lorsqu'ils travaillent, soit dans une start-up, soit dans d'autres contextes. Avec cette idée peut-être que le numérique prend de plus en plus de place. Exactement. D'accord. Exactement. Et notamment, il y a certains de vos étudiants qui ont envie de poursuivre plutôt sur cette fibre de code, en peut-être big data, c'est des possibilités oui, qui sont effectivement, ouvertes? nous avons un MSc Big Data à ESCP Europe et nous avons un étudiant, notre première promo va être diplômée cet été. Et un de nos étudiants a décidé d'intégrer ce Master Big Data et est accepté. D'accord. Et vous, Adrien Long, pourquoi vous avez choisi de candidater dans ce bachelor? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Comme j'avais expliqué, j'étais déjà dans une école très internationale et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc je cherchais une école secondaire qui était en lien avec mon université. Donc j'ai opté pour l'ESCP parce que j'avais l'occasion de faire 3 pays, de rencontrer des gens de partout dans le monde, d'étudier des cours qui sont dans le domaine qui me plaît mais qui ne sont pas trop spécifiques non plus, donc qui me gardent des portes ouvertes pour plus tard et que je puisse choisir comme je le souhaite après avoir fait des stages et après avoir eu plus d'ouverture sur différentes matières. Hélène Louis, ce bachelor, il est reconnu aujourd'hui, c'est un diplôme français? Oui, c'est un diplôme français. Nous avons le visa Bac+3 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. D'accord. Et au niveau du classement à l'international, est-ce que vous savez un petit peu où est-ce qu'il se situe? Il n'y a pas de classement, pas de classement international des bachelors. Le Financial Times, qui fait référence au niveau master, ne classe pas de bachelor. Et en plus, on est quand même un peu particulier dans le paysage même européen. Donc, nous ne sommes pas classés. D'accord. Et ben voilà, c'était cette première partie un petit peu centrée sur le programme de ce bachelor. Je vous propose qu'on passe à une deuxième partie qui répondra aussi aux questions que vous avez et que vous êtes en train de nous poser. N'hésitez pas à continuer, vraiment, je suis le porte-parole de vos questions. Une deuxième partie qui là va se centraliser un peu plus et se focaliser un peu plus sur la question du processus d'admission, que ce soit d'admission au bachelor ou bien ensuite pour obtenir le visa pour étudier en France. Hélène Louis, quelles sont les différentes étapes qu'on doit suivre quand on veut postuler pour ce bachelor? Alors, on peut candidater sur notre site. On va sur la page Bachelor et il y a sur le côté droit
un gros apply, donc c'est là que ça se passe. Et là, on commence à rentrer donc, des identifiants. On va demander aux candidats d'uploader un certain nombre de pièces, en particulier ces bulletins alors, dans le système français, seconde, première, terminale, les notes anticipées du bac en français en particulier. Dans d'autres systèmes, les bulletins des 3 dernières années, l'année en cours et les 2 précédentes. On pose également un certain nombre de questions sur l'expérience internationale de l'étudiant, sur ses activités extrascolaires, les stages ou les activités semi-professionnelles qu'il a pu avoir auparavant. On demande un niveau de langue en anglais, puisque les cours sont en anglais dès le début et même à Paris. Donc il faut avoir un TOEFL, il faut avoir à peu près 90 au TOEFL, minimum 90 au TOEFL, 6,5 à l'IELTS, ou bien le Cambridge Advanced Exam, non pas pour pouvoir postuler, mais pour pouvoir rentrer. Alors ça, c'est une nuance importante. On peut postuler avant d'avoir passé ces tests et nous transmettre les tests pendant l'été. Nous pouvons faire des admissions conditionnelles. Et alors, combien d'étudiants vous acceptez chaque année par rapport au nombre de candidatures que vous recevez? On a à peu près, on prend à peu près 1 sur 3. D'accord, un étudiant sur 3, donc on a vraiment ces chances. C'est encore possible de s'y inscrire en ce moment? C'est encore possible. D'accord, donc si on veut le faire, on va sur le site internet ESCP Exactement. Europe et on peut voir sur la page du bachelor toutes les étapes à suivre. Oui, tout est indiqué. J'ai oublié de vous dire que Oui. on regardait le dossier, c'est une admission basée sur un dossier, et ensuite, la plupart du temps, 90% voire plus des cas, nous convoquons les étudiants pour un entretien, parce que nous aimons bien avoir un face-à-face. Alors face-à-face qui peut être à travers Skype ou autre méthode de visioconférence, parce que les étudiants éventuellement sont loin, mais nous avons un dialogue avec les étudiants. D'accord. Et est-ce qu'il y a des tests de français où on n'est pas obligé d'être francophone Non, pour on n'est étudier? pas du tout obligé d'être francophone. Nous avons d'ailleurs une minorité de francophones, je pense, actuellement dans le programme. D'accord. Quel est le niveau académique en général qui est requis pour postuler, j'imagine, un bon niveau quand même scolaire de base? Oui, on regarde la place de l'étudiant dans sa classe quand on a l'information, on regarde un certain nombre de notes dans différentes matières. Il est évident qu'on fait attention au niveau en mathématiques parce que ce n'est pas la peine de recruter des gens qui n'ont aucune appétence pour la matière ou vraiment ont un niveau trop faible et du coup vont caler sur ces matières-là, sachant que chez nous, on est obligé de valider toutes les matières. Un étudiant pour être diplômé doit valider toutes les matières. Il n'y a pas de péréquation entre des matières. Possibilité éventuellement de les repasser si ça ne marche pas sur un semestre. Oui, il y a les possibilités de les repasser, voilà. D'accord. Mais nous regardons, bien sûr, nous regardons le dossier académique, nous regardons aussi la personnalité du candidat, ses expériences, etc. Donc on a quelques sportifs de haut niveau, on a des gens comme ça aussi qui candidatent, et sur lesquels il y a bien d'autres choses à regarder que les notes. Donc il faut mettre en avant toutes les activités extrascolaires qu'on a pu faire. Il faut mettre en avant tout ce qui fait qu'on est un peu unique et pour quelles raisons on candidate à ce programme en particulier. Alors Adrien Long, quel souvenir vous gardez de cette phase de candidature? Est-ce que c'était un peu stressant ou est-ce que ça s'est bien passé? C'était stressant parce que c'était quand même un de mes premiers choix. C'était des études que je voulais vraiment mener et du coup il y avait toujours le stress de est-ce que je vais être admis ou pas. Mais toute la phase d'admission s'est bien passée. Ce n'était pas quelque chose qui durait trop longtemps dans le temps. Donc en fait, on rédigeait notre dossier qui était le même que pour les universités anglophones. Ensuite, on postulait et l'entretien s'est très bien passé. Moi, j'étais allé le passer à Londres et c'était très sympa de voir le campus, de pouvoir discuter, poser nous aussi des questions lors de l'entretien. Et après, une fois qu'on avait notre réponse, si on était admis, on était très contents et on essayait de se visualiser dans les années qui suivent à changer de pays et découvrir plein de nouvelles choses. Et alors, quel conseil vous donneriez à des candidats qui ont envie de candidater aussi? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, ce qui est important, c'est de rédiger soi-même son dossier, sa lettre de motivation, parce qu'on va peut-être nous en parler et c'est important qu'on les fait nous-mêmes en entier. On peut bien sûr avoir des conseils des parents ou d'un professeur, mais ça reste un dossier personnel. Et après, il faut mettre en avant tout ce qu'on fait, que ce soit dans le scolaire ou dans l'extrascolaire, comme on l'a mentionné. Donc ça peut être le sport, mais aussi plein d'autres activités qu'on fait en dehors des cours.
D'accord. Si vous nous rejoignez, je rappelle qu'on vous présente ce Bachelor in Management de SCP Europe. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je les vois défiler et je les récupère et je me fais votre porte-parole. Hélène Louis, quelle est la procédure au niveau du visa? Comment ça se passe? J'imagine que vous accompagnez les étudiants qui viendraient, non pas de l'Union européenne, mais d'un pays hors de l'Union européenne. Alors, je crois que dans la plupart des cas, l'obtention du visa passe par Campus France. Donc les étudiants, Campus France est peut-être plus apte à expliquer le détail de la procédure que moi, mais bien sûr, nous les accompagnons, nous fournissons des lettres qui attestent qu'ils sont admis et dans quel pays ils vont étudier, etc. Mais en tout cas, le visa pour la France, c'est Campus France. Voilà. Le visa britannique, on leur envoie tous les papiers qui permettent de candidater pour le visa britannique. Nous envoyons nous-mêmes aux autorités britanniques une lettre qu'on appelle une cast letter, où on indique quel étudiant, pour quelle raison, etc. Et puis ensuite, c'est eux qui constituent leur dossier avec toutes les contraintes locales. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, les candidats ils doivent rédiger une lettre de motivation, personal statement. Quels conseils vous donnez pour rédiger cette lettre? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire et des choses plutôt à faire? Je trouve que ce que vous disiez était tout à fait judicieux. Effectivement, il faut que ça soit vraiment le reflet de ce que l'étudiant pense. L'idée est de se présenter et d'expliquer en fait pourquoi ma personnalité est en relation avec ce programme en particulier et des études de management en général. Et d'arriver à tracer un chemin entre ces deux idées. C'est d'ailleurs une des questions qu'on va poser aussi à l'entretien. Pourquoi voulez-vous faire ce type d'études et pourquoi chez nous? Et est-ce que c'est important, j'imagine, donc de s'être bien renseigné sur le bachelor, mais de savoir déjà un peu où est-ce qu'on a envie d'aller à l'issue du bachelor, ou si on est un petit peu indéterminé sur la suite de ses études, ça peut quand même le faire? Alors là, je crois que c'est vraiment tôt. Déjà, on ne demande pas de projet professionnel aux élèves qui rentrent dans le programme grande école à l'issue d'une prépa pour ceux qui font des prépas. Franchement, un élève de 17-18 ans, parfois 19, je dirais 9 fois sur 10, n'a pas d'idée précise de ce qu'il fera après. Et puis de toute façon, même s'il en a une, ça peut changer plein de fois au cours des 3 ans d'études. Donc non, ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr que l'étudiant s'intéresse raisonnablement à l'actualité économique et qu'il fait le bon choix d'orientation. D'accord. Et est-ce qu'il faut forcément un diplôme français, un baccalauréat français pour candidater, ou les diplômes internationaux sont eux aussi reconnus? Non, pas du tout. Il faut un certain nombre de diplômes sont admis. Il y a une liste émanant du ministère qui dit précisément ce qui est admis dans quel pays. Donc tous ceux qui ont un doute peuvent contacter nos équipes de recrutement et on les renseignera. Mais bien entendu, nous acceptons le baccalauréat européen, le baccalauréat international, l'Abitur, le Bachillerato, les Amedistato, les Levels britanniques, les diplômes de high school américaine complétés par un test SAT ou ACT et bien d'autres. Et alors, si on est par exemple étudiant dans un lycée français à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et donc on a passé le baccalauréat français, est-ce qu'il y a des critères par rapport à la filière dans laquelle on étudie? Est-ce qu'il faut avoir fait un bac S, ES ou L, ou est-ce que tous les baccalauréats, même technologiques, peuvent candidater? Alors, c'est une bonne question. Étant donné le niveau de maths qui est demandé, on considère en général qu'un bac technologique est quand même moins approprié. Alors, sauf cas exceptionnel d'un étudiant qui a des très 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 bonnes notes et qui pourrait de toute façon aller dans une bonne prépa ECT avec ces notes-là. Nous prenons des élèves de S, des élèves de ES, et nous avons même recruté quelques élèves de L, option maths, qui d'ailleurs étaient bons en maths, et ça s'est bien passé. D'accord, donc vraiment une multitude de profils. Je me permets de revenir sur le visa parce que j'imagine que c'est une question que se posent beaucoup d'étudiants. Vous nous le disiez, donc 3 pays d'études différents pendant le bachelor. Est-ce que ça complique un petit peu les procédures ou est-ce que tout est facilité? Alors, on les aide, mais effectivement, un non-européen qui commence à Londres, il va devoir avoir un visa britannique, puis un autre visa pour son campus de 2e année, puis un autre pour son campus de 3e année. Même au sein de la zone Schengen, il faut redemander un visa quand on change de pays. D'accord, donc vraiment... Jusqu'ici, ça se passe très bien. Donc,
croisons les doigts. Effectivement. Je vous propose qu'on passe désormais à une troisième partie de ce live qui vous permet de découvrir une des opportunités d'études dans l'enseignement supérieur français que vous avez, la partie plutôt centrée sur la vie dans ce bachelor, parce qu'on a parlé du programme des cours, de la densité aussi des cours, des matières que vous pouvez étudier. On a parlé également du processus de sélection, des différents critères qui sont pris en compte. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être étudiant dans ce Bachelor in Management à ESCP Europe? Première question pour vous, Adrien Long. Comment ça s'est passé cette première année qui est en train de se terminer? Elle s'est passée très bien. Donc là, on a fini notre première année scolaire. Dès le début, on avait organisé même entre nous des événements pour commencer à apprendre à se connaître et visiter Paris et les alentours de notre école. Et tout au cours de l'année, on avait certaines activités. On a eu le gala qui était organisé pour tous les élèves de l'école, qui menait ensemble les gens de différents programmes. Et après, l'école elle-même est dans le 11e arrondissement de Paris, dans un quartier qui est assez vivant, qui nous permet de vraiment être dans le cœur de Paris et de faire de nombreuses activités avec les autres élèves. Hélène Louis, c'est pas trop compliqué de devoir déménager tous les ans, aller dans un nouveau pays? Est-ce qu'il n'y a pas des étudiants qui se disent « Ah tiens, j'étais bien à Paris, j'aurais bien voulu y rester un an de plus » Certainement, mais bon, le contrat est écrit au départ. Hein. D'ailleurs, les étudiants sont admis sur un track précis. Ils font des choix lors de l'admission de leur préférence. Et quand on les admet avec une proposition précise, une combinaison de 3 campus, et on n'en change plus après. Donc il n'y a pas... on ne prend personne en traître. Oui, je pense qu'effectivement, il faut être prêt à s'adapter. Mais c'est aussi une preuve d'adaptabilité qu'on donne à son entourage et qu'on donne également à ses futurs employeurs, y compris lorsqu'on cherche un stage. Je pense que c'est quand même assez impressionnant chez des gens jeunes d'être aussi adaptables. Et on trouve facilement à se loger dans ces différentes villes européennes? Alors, facilement, plus ou moins. Je crois que Paris n'est peut-être pas l'endroit le plus facile, en tout cas pour les non-français. Londres est facile, mais très coûteux. Et tous les autres pays sont beaucoup plus abordables et beaucoup plus faciles d'accès. De toute façon, nous avons ce qu'on appelle un Student Affairs, un service Student Affairs, qui met à disposition des étudiants admis une plateforme de logement, où ils ont des conseils, des sites internet, des adresses d'agences, des adresses de colocation, etc., pour les aider à trouver leur bonheur. Alors Adrien Long, on l'entendait tout à l'heure, c'est à peu près 50 heures de travail, ce bachelor par semaine, en combinant les cours et le travail personnel. Est-ce qu'on a quand même un peu de temps pour visiter les pays? C'était votre première fois en France, vous nous le disiez. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter un peu ou est-ce que vous êtes focus sur le travail? Bien sûr, on a du travail pendant la semaine, mais après, vu qu'on a 20 heures de cours par semaine, le temps de travail personnel, on peut le disposer comme on souhaite. On peut le focaliser plus sur la semaine ou plus sur le week-end ou les débuts d'après-midi. Donc ça nous permet un peu de gérer notre timing et de faire ce que l'on souhaite. Donc beaucoup de mes amis qui viennent du Pérou ou d'autres pays ont visité nombreuses villes en France parce qu'ils savaient que ce n'était pas quelque chose qu'ils auraient l'occasion de faire plus tard. Et donc même moi, je suis allé visiter Reims et d'autres villes en France. Donc on a quand même le temps d'explorer le pays. J'imagine que vous les encouragez quand même à voir un petit peu le patrimoine, la culture aussi de là où ils sont. Il faut profiter d'être à l'étranger pour visiter. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une association étudiante qui organise particulièrement des voyages lors des vacances scolaires destinés aux non-français. Je sais qu'il y a une année où ils avaient organisé un voyage au Mont-Saint-Michel notamment, enfin des choses un peu marquantes comme ça. Et là, c'est ouvert en plus aux étudiants de tous les programmes. Alors, Adrien Long, je me retourne vers vous pour parler un petit peu de la vie extrascolaire. La semaine dernière, on recevait Yara Farhat et quand on lui a dit que vous veniez, elle a dit « mais vous allez voir, lui, il fait plein d'activités, il est président, il est très engagé ». Alors, parlez-nous un petit peu de cette vie extrascolaire. Il y a une vie pendant les cours, mais il y a, j'imagine, une vie après les cours. Voilà, donc moi, je suis le président et on a fondé avec d'autres personnes du Bachelor, la Bachelor Society. Donc, c'est une association étudiante qui vise à animer justement le bachelor, donc à organiser des activités extrascolaires pour justement souder les personnes de différents pays, les faire visiter Paris, mais aussi pour les soutenir dans leurs projets comme les Collective Projects, qui sont des projets qu'on mène pendant notre année scolaire.
Donc c'est une association qui vient d'être créée, qui est ouverte aux gens de toutes les nationalités, tous les pays du bachelor, et qui vise vraiment à créer des événements et à entretenir notre vie extrascolaire. Du coup, je rebondis sur le Collective Project parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, il y a aussi un développement de ce qu'on appelle des personal skills au sein de ce programme. Donc, il y a un cours de rhétorique en particulier. Il y a un Collective Project qui s'étend sur toute la première année où des étudiants par groupe de 4 ou 5 montent un projet de leur choix. En première année, ça s'apparente à une association étudiante, c'est-à-dire qu'ils choisissent leur thème. Donc, on a eu des choses extrêmement variées. On a eu une art exhibition, on a eu un talent show que j'ai loupé. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc, c'est juste un peu plus encadré qu'une association étudiante classique, puisqu'ils ont un tuteur qu'ils rencontrent régulièrement et une soutenance en fin de projet. Donc, ils doivent vraiment établir des choses, les montrer, etc. Mais, donc, souvent, ils organisent des événements et ces événements, on a besoin qu'il y ait une association qui les abrite, en particulier s'ils veulent lever des fonds ou des choses comme ça, d'où la création de cet asso. J'en profite du coup pour glisser qu'il y a un projet similaire en deuxième année et qui cette fois-ci ne s'apparente pas à une association étudiante, les étudiants étant plus compétents dans un tas de domaines. Ils sont mis au service par groupe de 4 ou 5 également d'une start-up. Et ils font des missions pour cette start-up. Voilà. D'accord. Et j'imagine que ces activités extrascolaires, c'est quelque chose qui est important pour vous dans le cursus des étudiants. Un étudiant ne peut pas se contenter simplement de suivre 20 heures de cours par semaine. Alors, les collective projects, ils sont scolaires puisqu'ils sont évalués. Et le reste, effectivement, ça fait partie de... c'est ce qui fait la différence entre peut-être certaines grandes universités où on est un peu plus anonyme et une business school où on a la possibilité de connaître d'autres gens, y compris des gens d'autres programmes. Et alors vous, Adrien Long, l'an prochain, où est-ce que vous allez étudier? Vous étiez sur le campus de Paris cette année, où est-ce que vous allez partir? Je vais aller à Madrid, donc je vais m'installer fin août à Madrid pour une année scolaire. Ouais. Et en dernière année, j'irai à Berlin. D'accord. Et vous parlez espagnol et allemand ou pas du tout? Je ne parle pas du tout allemand, je parle espagnol. Ouais, c'est ça, il y a des cours pour aider un peu quand on va se... On apprend les langues, ou on perfectionne les langues de deuxième et de troisième année. D'accord. Comme ça, parce que vraiment pour nous, ça n'a pas de sens qu'un étudiant reste un an dans un pays sans comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe autour de lui. Donc, le jour où j'arriverai à Berlin, j'aurai déjà eu 1 an et demi de cours d'allemand, ce qui me permettra au moins de commander dans un restaurant, de discuter au supermarché, peut-être pas de parler couramment allemand, mais au moins de me permettre de plus facilement m'adapter à la ville et au pays. Sehr gut. On va désormais passer à la 4e partie de ce live, plutôt focalisée sur les liens entre le bachelor et le monde professionnel, le monde du travail. Vous continuez à nous poser toutes vos questions en direct. On est ensemble sur les réseaux sociaux de Campus France. Hélène Louis, est-ce qu'il y a des périodes de stage qui sont obligatoires pendant le bachelor? Oui, alors il y a déjà une première période de stage optionnelle entre la première et la deuxième année, ensuite une période de stage obligatoire entre la deuxième et la troisième année, et encore un stage obligatoire à la fin de la troisième année, sauf pour ceux qui seraient à Paris en alternance, où là, évidemment, l'alternance mi-temps en entreprise, grosso modo, et mi-temps en études, valide bien sûr une expérience professionnelle au titre de la troisième année. Ça fonctionne bien, ça, l'alternance? Les entreprises sont friandes des candidats du bachelor? On va voir. Notre première promotion en alternance sera en septembre 2019. Donc, on prépare. Vous préparez un peu le terrain pour l'instant. Et vous, Adrien Long, du coup, vous avez commencé déjà un premier stage? Voilà, moi je voulais déjà maintenant profiter de faire un stage. Donc j'ai trouvé un stage ici à Paris dans une boîte qui s'appelle Live Escape Box. Et donc c'est dans la station F qui est un grand incubateur de start-up à Paris. Donc ça me permet vraiment d'avoir une vision assez globale de tout l'écosystème des start-up, ce qui m'intéresse pour plus tard. J'ai des amis qui ont trouvé des stages à Londres ou dans d'autres pays. Et on a aussi le choix en année 1 et 2 de faire des Social Impact Projects, qui sont des projets qui visent à mener un projet humanitaire ou à faire quelque chose de social. Et alors vous y faites quoi dans cette start-up? Donc moi je suis bras droit du CEO, donc je travaille sur différents aspects, mais c'est surtout dans le développement commercial. Et après on a beaucoup de liberté, un peu dans l'ambiance de la start-up, de proposer des idées de projet, de suggérer des changements qu'ils pourraient faire. Et donc c'est très intéressant. Et ça a été facile de trouver ce stage?
Oui, je pense que déjà le fait que ce soit l'ESCP qui est quand même reconnu en France a aidé. Et après, comme on avait expliqué, le profil assez international et le fait d'être dans un programme où on voit que les élèves sont autonomes, qui savent se débrouiller, ça aide énormément dans les entretiens et sur le CV aussi. Dans quel type de secteur on peut évoluer en général, Hélène Louis? Alors comme je ne savais pas vous répondre suffisamment à la dernière, j'ai un peu travaillé. Voilà. Donc on a vraiment des gens dans tous les secteurs. Hein. On a des étudiants qui font des stages chez Amazon, mais aussi chez Amundi. On a compagnie aérienne, on a Cartier, bien sûr, Cartier, LVMH, etc. Le luxe en France en général attire beaucoup d'étudiants, y compris d'étudiants étrangers. On a Flixbus. Voilà. Et quand ils font des stages comme ça, en particulier dans les entreprises de luxe, ça n'est pas forcément en France. C'est parfois de la vente en magasin en France, ça arrive, mais c'est aussi parfois complètement autre chose. Et en l'occurrence, on a un étudiant qui est parti pour Longchamp en Asie. Voilà. On a aussi du PwC, Standard & Poor's, donc des choses peut-être plus classiques pour une école de commerce. Et puis on a aussi quelque chose un peu, dans des modes un peu différents, un stagiaire chez Business France Japon, donc qui devait avoir une mission dans cet organisme, une jeune fille qui a fait un stage à la délégation du Québec à Paris, et quelqu'un qui a travaillé pour Teach for Thailand, donc là je pense que c'était plus à visée humanitaire. Et si je peux rajouter, on a en fait accès à certains workshops qui nous prépare à notre CV, à notre compte LinkedIn, qui nous aide à se préparer pour les interviews. Et on a même accès à des sessions en face à face avec quelqu'un du Career Service qui peut nous aider avec toutes questions qu'on peut avoir. Et pendant l'année scolaire et durant les 3 ans, on est aussi assigné à un tuteur qui est un professeur de l'ESCP, pas forcément un professeur que l'on a, mais qui va nous suivre et nous conseiller et nous aider à se guider vers nos recherches de stage. Bon, ça se passe bien, j'imagine, Hélène Louis, l'arrivée sur le marché professionnel, en tout cas pour les stages. Vos étudiants, ils n'ont pas trop de difficultés vu le profil multiculturel et vu les expériences qu'ils ont pu avoir. Voilà, je pense que ça se passe bien. Après ça, si un étudiant a vraiment un sujet très pointu et veut quelque chose de très particulier, c'est toujours plus difficile. Et quand on fait un stage et qu'on est étudiant international avec un visa, il n'y a pas besoin de mention particulière. Le visa permet d'étudier et de faire ce stage. On n'a pas eu de problème de ce type pour le moment. D'accord, ouais, donc ça se passe bien. Sauf, non, même au Royaume-Uni, parce que comme ils sont là pendant 1 an, c'est un visa particulier qui les autorise à travailler au prorata du nombre d'heures d'études qu'ils ont eues pendant l'année. Donc ce n'est pas possible avec un visa de 6 mois, mais sur un visa d'études d'1 an, ils ont la possibilité de travailler un peu pendant l'été. Si je suis étudiant dans ce bachelor et que j'ai envie d'arrêter mes études au bout de 3 ans parce que je considère que j'ai acquis suffisamment d'expérience, à quel type d'emploi je peux m'attendre selon vous? C'est une bonne question. On n'a pas encore d'exhaustivité, on n'a pas beaucoup d'exemples puisque notre première promotion n'est pas encore diplômée. Néanmoins, je sais qu'il y a une jeune fille qui a obtenu en guise de... Alors ça va lui servir de stage, mais elle est embauchée chez Accenture à Dublin. Voilà, donc il y a quand même des possibilités importantes. Il y a même des élèves qui ont déjà commencé à monter des petites start-up ou des petites entreprises avant de venir au bachelor ou pendant l'été en parallèle. Et du coup, je pense qu'il y aurait quand même moyen de travailler directement après le bachelor. Ça, c'est sûr qu'effectivement, en undergrad, dans le monde, très souvent, c'est là qu'il y a les plus fortes créations d'entreprises en nombre, plus qu'au niveau master. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'étudiants qui sont attirés par ça et qui continueront peut-être dans ce qu'ils auront créé, quitte peut-être après à reprendre des études en master et à faire autre chose. Et le SCP a son propre incubateur qui peut permettre aux élèves de commencer à lancer leur start-up. Donc, ça peut être aussi une option. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait de profiter de cet incubateur? Oui, je pense qu'il est présent dans tous les campus. Du coup, je pense que vers la 2e ou 3e année, ça serait vraiment une option intéressante. Oui, d'ailleurs, en parlant de campus, c'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais qui peut être intéressante. C'est le même programme en fonction des différents campus qu'on va suivre sur les 3 ans? Vous avez raison, c'est le même programme. D'accord, donc il n'y a vraiment pas de différence? On fait de gros efforts pour que les choses soient très, très coordonnées, verticalement et horizontalement. Et qu'est-ce qui peut changer d'un campus à l'autre?
Alors, on a une tradition. En fait, l'objectif dans l'école, c'est que les étudiants aient les mêmes acquisitions en termes de connaissances et en termes de compétences, mais la façon dont c'est enseigné peut varier légèrement. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, en général, on utilise beaucoup plus d'études de cas, alors que dans d'autres pays, ça sera moins le cas. Et puis, tout dépend aussi du professeur qui enseigne. Donc, c'est pas parce que vous êtes en France que vous avez un professeur français en face de vous. Hein. Par exemple, là, cette année, en deuxième année, ça ne vous concerne pas, mais le professeur de finance, c'est un professeur thaïlandais, donc il ne va pas forcément enseigner de la même façon qu'un professeur français. Et tout ça crée une diversité à laquelle chacun s'adapte. Le professeur s'adapte aux étudiants et réciproquement. Mais vous nous le disiez tout à l'heure, la vocation principale du bachelor, c'est plutôt la poursuite d'études. Quel secteur on peut envisager avec ce bachelor in management? C'est effectivement comme ça qu'on a dessiné le programme à l'origine, puisque sur le continent européen, la plupart des étudiants continuent en master et généralement tout de suite après leur licence. Alors qu'en revanche, par exemple, aux États-Unis, les gens commencent par travailler et éventuellement reprennent des études en master plus tard. Écoutez, pour le moment, on a des résultats assez intéressants. On a un étudiant qui rentre en master à Cambridge, on en a un qui rentre à Columbia, et sinon en Europe, on a des Bocconi, London School of Economics, London Business Schools, ce genre de choses. On a également des étudiants, donc on en a un qui rentre en Big Data chez nous, une qui rentre en Master Digital Media, Marketing et Digital Media à Madrid. Nous avons une offre de 13 programmes actuellement qui sont des Master of Science dans des domaines extrêmement variés et sur nos campus, en règle générale, sur nos campus non parisiens. Et ça va de Energy Management, qui est en fait quelque chose de très financier à Londres, jusqu'à vente ou sustainability management à Berlin. Il y a un programme sur le secteur agroalimentaire à Turin. À Madrid, il y a du management de projet, du marketing digital, mais également de l'hospitality management. Donc tout ça est ouvert aux étudiants et nous avons également négocié avec un certain nombre de nos partenaires académiques la possibilité que nos étudiants aient une candidature un petit peu facilitée à Hong Kong, à Singapour, en Australie, aux États-Unis, etc. Alors Adrien, je vais me retourner vers vous désormais. Allez, on va se projeter un peu plus loin dans l'avenir, au-delà du bachelor, au-delà de vos études. Dans 5-6 ans, où est-ce que vous vous voyez? Comment vous vous voyez? Alors, où, je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce que je ferais? Je pense, moi, je me verrais bien avec ma start-up, un projet qui, pour moi, aura du sens, qui impliquera d'aider dans la société. Donc, une petite start-up que j'aurais lancée d'ici quelques années. Et vous avez des modèles d'entrepreneurs qui vous font un petit peu rêver, de projets que vous aimez bien? Je n'ai pas de nom particulier. J'ai vu beaucoup de startups qui travaillaient sur le recyclage alimentaire ou sur ce genre de choses. Aussi des produits à base de produits recyclés. Mais je n'ai pas encore d'idées précises pour moi ou de personnes qui m'ont vraiment inspiré. Et plutôt une start-up où on fait des nouvelles technologies, du code ou pas forcément? Pas forcément. Moi, je ne suis pas personnellement super emballé par les nouvelles technologies. Après, je sais que j'en ai besoin dans le monde actuel. C'est pour ça que on a les cours de coding, on a des cours même de computer skills où on apprend les bases de tout ça. Mais moi, personnellement, ça ne sera pas là-dedans. C'est pas trop le profil, entre guillemets, geek qui vous intéresse. Voilà. Alors, on a une question qui revient un peu là sur le live au niveau des coûts de scolarité, donc des frais de vie au niveau du bachelor. À quoi il faut s'attendre quand on candidate? Alors, les frais de scolarité actuellement, pour la rentrée prochaine, sont de 13 600 € pour les Européens et de 18 000 € pour les non-Européens. Alors, européen, c'est au sens de... Enfin, ça inclut tous ceux qui ont... Ça inclut la Turquie et la Suisse, par exemple. C'est IIA plutôt que européen au sens strict. Nous avons un système de bourse. Donc, les étudiants, lorsqu'ils sont admis, peuvent candidater à une bourse que nous donnons sur différents critères, et notamment des critères financiers, bien sûr, mais aussi des critères de qualité de la candidature, en particulier sur le plan scolaire académique. Voilà.
Et alors après, les frais de vie, évidemment, sont très différents d'un pays à l'autre. Berlin, Madrid, Turin, on compte à peu près 900 € par mois. Paris est nettement plus. Londres est bien au-delà, et au-delà de 1500 € par mois. Donc Londres, c'est vraiment c'est la ville la plus chère, hein, de toute façon. C'est moins cher que Moscou. Nous ne sommes pas présents, mais c'est quand même une des villes les plus chères en Europe et au monde. D'accord, merci pour toutes ces informations. On arrive à la fin de ce live, c'est le moment de la conclusion. Finalement, Adrien Long, qu'est-ce que vous diriez à un ami qui est intéressé pour ce bachelor? Pourquoi vous le recommanderiez particulièrement? Je lui dirais que c'est une occasion unique. Il y a vraiment très peu de programmes similaires à celui-ci. C'est quelque chose qui nous permet d'étudier des matières économiques, des sciences sociales et des langues dans 3 pays différents. Donc moi, dès que je rencontre quelqu'un et que je lui explique mon programme, il me dit « Waouh, tu vas à Paris, Madrid et Berlin ». Et je pense que c'est vraiment un atout pour nous, pour les employeurs plus tard, et vraiment pour se développer personnellement et académiquement. Hélène Louis, on est à un mois du début du bac et du bac de philo. Du coup, je vais vous poser une question très ouverte. Finalement, pourquoi rejoindre le Bachelor in Management de SCP Europe? Si vous avez envie d'un environnement très international et que vous êtes passionné par des études de management, mais avec l'envie quand même d'avoir une ouverture sur d'autres matières, je pense que c'est un très bon endroit. Et ben voilà, c'est un très bon programme pour l'ouverture culturelle. Merci beaucoup Hélène Louis d'avoir répondu à nos questions et aux questions des internautes. Si on veut plus d'informations peut-être sur le Bachelor, où est-ce qu'on peut aller du coup? Alors sur notre site internet, et vous avez tous les contacts de des personnes qui sont responsables du recrutement pour ce programme. Sur notre page Facebook également, où il y a des étudiants qui sont ambassadeurs et qu'on peut contacter et qui peuvent répondre aux questions sur des aspects donc plus personnels d'expérience étudiante notamment. D'accord, merci beaucoup d'être venu et merci à vous Adrien Long, qu'on retrouvera peut-être dans quelques années à la tête d'une start-up florissante. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau live sur les réseaux sociaux de Campus France. Voilà, on vous a fait découvrir l'une des opportunités qui s'offrent à vous si vous décidez de rejoindre un établissement d'enseignement supérieur français. Toutes les infos, elles sont sur le site ESCP de SCP Europe, où vous pouvez aller dans la section Bachelor pour avoir toutes les informations. Et puis pour les informations plus pratiques qui concernent le visa, vous pouvez aussi aller sur le site de Campus France. Voilà, vous aurez la démarche à suivre. Et ce que nous disait tout à l'heure Hélène Louis, c'est que les candidatures sont encore ouvertes. Donc, si le programme vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces sites internet. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau live Facebook. On se retrouve très vite pour un nouveau live, toujours focalisé sur l'enseignement supérieur en France. À très bientôt.